diplôme d'études de la tradition Nalanda, en effet, ce sera à partir du 4 octobre et ce sera 2 fois par semaine. Normalement, ça devrait être chaque session, 1 h 30, 2 heures, etc. Il y aura du replay. Il y a beaucoup d'étudiants qui suivent en replay avec un enseignant juste exceptionnel qui est communément reconnu comme étant un pédagogue incroyable et aussi un exemple juste exceptionnel par sa personnalité, enfin voilà, toutes les qualités qu'il a. Et donc, ce sera sur 14 modules, non, 22 modules sur 14 mois. Voilà, donc il a l'art d'expliquer des choses d'une manière tellement limpide, même des choses qu'on a entendues depuis longtemps. Ouais, moi, j'ai vu des exemples où les gens pouvaient en effet comprendre, éclaircir des choses grâce à lui, ouais, des choses qui avaient été entendues depuis longtemps. Ok, donc c'est ça, et puis il y aura du débat en anglais aussi, ça va commencer normalement. Là, c'est pareil au mois d'octobre. C'est surtout parce qu'il y avait un groupe à Nalanda, on débattait presque tous les midis. Et puis, bah, forcément, là, les choses ont changé. Donc, ils sont un petit peu en sevrage. Ils ont les crocs. Et donc, ils m'ont redemandé si on pouvait faire quelque chose. Et puis, bah, justement, Nicolas, qui fait un travail incroyable à Tibet House et qui est spécial à Tushita Delhi, a proposé aux étudiants anglais, beaucoup d'Indiens qui aimeraient beaucoup apprendre les débats. Donc, on va faire ça ensemble. Je pense que ce sera le mercredi, tous les mercredis, à 15 heures. Voilà, donc je vous en reparlerai si ça vous intéresse. Ok, très bien. Et donc, normalement, on s'était arrêté à la page 117. Comment je le sais? J'ai regardé le YouTube. Il y a marqué de la page 115 à 117 pour l'avoir dernière vidéo. Et donc, Désolée pour l'erreur la dernière fois. c'est pas grave. C'est pas grave du tout. D'autant que j'ai pas les pages sur le texte que j'ai ici. Donc, si vous avez la page 117 sous les yeux, est-ce que vous pourriez me dire si c'est vraiment là où on trouve le début des cognitions inférentielles? Qu'est-ce que ça Oui, dit? Pas le Oui, début. c'est Ouais, oui, ça. C'est cognition pas le début, inférentielle et là. subséquente. Pas le d'ac- début. C'est pas le pas début du Le chapitre. début, c'est 115. On Ok, Mais avait, Ouais. voilà. Ah, moi, j'ai d'accord, pas ça, hein. On Non, avait c'est très sur la commencé. bien. page 117. Ça commence qu'une cognition inférentielle soit infaillible. Oui, 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 c'est ça. Oui, c'est Mais le dans le début du chapitre. chapitre, il est 2 pages avant. Il du est à ok, chapitre, 115. c'est pas le début du chapitre, ça. 117, c'est ça, c'est qu'une cognition inférentielle soit infaillible. On avait commencé d'accord. les cognitions inférentielles et on s'était arrêté là, il me semble. Voilà. Ok, très bien. Mm. Oui, parce que la dernière fois, on avait parlé de quoi, vous vous souvenez ou pas? On avait fait des révisions. Ouais. Voilà, bravo, très bien, vous suivez parfaitement. Excellent. Donc, on avait fait des révisions et alors, je cherche dans le texte. Syllogisme. Ah, bah, ça doit être là. Ok. Très bien. Donc, on avait parlé du syllogisme, vous vous souvenez? Oui. Ok. Oui. Ah oui, non, perception du geek. Non, je suis pas encore. D'accord. Donc, un syllogisme, c'est quoi? Un Ça sujet, calme? un C'est sujet, un prédicat et une raison. Une raison. C'est ce qui, pardon? Un sujet, un prédicat, une raison. Voilà, un sujet, un prédicat, une raison. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Ok, très bien. Et donc, c'est pas nécessairement un syllogisme valide à ce moment-là. Pour qu'il soit valide, il faut qu'il ait les trois trucs, la Oui, il propriété. faut la propriété du sujet, l'application, la contre-implication. Voilà, exactement. Parce que si par exemple je dis le sujet, le Père Noël est une pomme car c'est un arbre, hein, il y a bien un sujet, un La prédicat, raison une n'est pas thèse. valide. Mais Ouais, c'est exactement. Exactement. Très bien. Ok. Et donc ici, alors j'ai la conceptualisation inférentielle. Est-ce que je suis bien sur la page? Alors, perception directe factice. Ok, donc ça c'est la fin de la section précédente. Nous allons voir. Oui, cognition inférentielle. Et donc, à partir de quelle phrase à peu près on en était? Est-ce que vous vous souvenez qu'on avait vu qu'il y avait la conséquence et le syllogisme autonome? Euh, Pourquoi autonome? Est-ce que ça vous parle? Un syllogisme autonome. Mm. Il ne peut pas se certifier lui-même, c'est ça, je crois. Il n'a pas besoin d'une autre instance extérieure à lui-même pour être certifié, c'est ça? On pourrait dire, ok, alors, oui. Ce qu'il faut essayer de voir, surtout, c'est quand on essaie de parler avec quelqu'un, on a
passerelle avec cette autre personne, forcément. Oui, on partage une culture commune, une humanité commune, un langage commun, ouais. OK. Et donc, ce langage commun, ces trucs, qui sont partagés entre des personnes, les non-prasangika diront que c'est la réalité pure et dure. Ça veut dire que quand 2 personnes débattent, heu, le sujet, le prédicat et la raison doivent être considérés par les 2 comme étant exactement la même chose. Ça existe de manière inhérente conventionnellement. Ouais, donc Les c'est Prasangika disent ça? non, 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 les Non? Swatantrika et Les toutes les autres écoles Swatantrika, oui. non prasangika. Oui, Ouais, voilà, oui, les d'accord. voilà, les non prasangika. J'ai dit prasangika, c'est une erreur. Oui, il m'a C'est les 2. semblé ou j'ai mal entendu, OK. mais ouais. Ouais, donc pour les non-prasangika, on emploie des syllogismes autonomes justement parce que, les 2 personnes doivent s'entendre quand elles disent: «Le son est impermanent car elle est produit». Les 2 doivent s'entendre pour dire que le son a une relation inhérente avec impermanent et produit, mais aussi que, si c'est une relation inhérente ou autonome, les 2 antagonistes doivent nécessairement s'entendre sur c'est exactement le même sujet dont ils parlent. Ouais, Mmh. nécessairement puisque c'est une réalité pure et dure qui existe de son propre côté conventionnellement. Ouais, ça vous parle? Oui. OK, très bien. Et donc les Prasangika arrivent et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent: «Ben non, on ne peut pas s'entendre. Si moi je débat», dira Ariana Nagarjuna par exemple. Il dit: «Si moi je débat avec un non Prasangika, forcément le non Prasangika, lui, le sujet, le son est impermanent car il est produit. Pour lui, ça existe de manière autonome, inhérente, intrinsèque et cetera». Et donc le Prasangika dira: «Non, je ne m'entends pas avec vous. Je ne parle pas du même sujet que vous. Vous, vous parlez d'un sujet inhérent. Moi, je ne parle que d'un sujet conventionnel, simplement imputé. Donc on ne peut pas s'entendre. C'est pourquoi les Prasangika préfèrent la conséquence, prasanga, oui, pour prendre la thèse de l'autre sans avoir à y adhérer et la retourner contre elle-même. Ouais, Mmh. ça joue? Oui. OK, très bien. Donc c'est un petit résumé de ce qu'on a vu, précédemment et on est arrivé jusqu'à quelle phrase à peu Mais, près? C'est je oui? du coup, j'ai pas compris par rapport à Oui? ça, tu expliquais ça par rapport à l'autosuffisance? Alors, on pourrait dire que, d'une certaine manière, oui, l'autosuffisance, quand on parle de supposément, une personne autosuffisante et substantielle, c'est bien sûr, un non existant. Ouais, l'autosuffisance, et cetera, pour une personne, c'est un non existant. Ouais, ça ne peut pas Mmh. exister, c'est réfuté par toutes les écoles, ouais. Sauf que pour les Mmh. prasangika, réfuter un soi autosuffisant et substantiel, c'est le non-soi grossier de la personne. Ouais, c'est Mmh. une réfutation grossière d'un soi de la personne. Ouais, ça vous parle? Vous avez étudié un petit peu les écoles philosophiques? Oui, Pour qui oui. est-ce que c'est totalement, totalement nouveau? C'est tout bon, c'est tout bon. Ouais, c'est tout bon pour tout le monde? Oui. Ouais, Moi, en tout n'hésitez cas. pas surtout, hein. Ouais, OK, très bien. Donc en effet, les prasangika diront qu'il y a, bien sûr, comme pour les autres écoles, il y a un non-soi grossier et un non-soi subtil de la personne, ouais. OK. En général, les prasangika diront: «Il y a qu'un non-soi subtil des phénomènes». Ouais, mais il y a un manuel en particulier qu'on étudie à la FPMT, celui de Lama Tsumpa, qui parle d'un non-soi grossier des phénomènes, mais c'est vraiment très, très inhabituel et même un petit peu, tiré par les cheveux, on pourrait dire d'une certaine manière. OK, mais c'est pas très grave. Donc en général, d'après la plupart, l'immense majorité des manuels de philosophie bouddhiste, indo-tibétaine, de la tradition Nalanda, il y a, en général, pour les prasangika, 2 non-soi de la personne et un non-soi des phénomènes. Ouais? OK. Et donc, quand on parle du non-soi subtil de la personne, ou le non-soi subtil ou le non-soi des phénomènes, tout simplement, on parle de la vacuité. Différence, oui. Ouais? La Mmh. vacuité. Ouais. OK. Mmh. Ouais, non soit subtil ou vacuité, c'est pareil. OK, très bien. Donc ici, on parle des prasangika, ouais. Donc les prasangika ne peuvent pas s'entendre avec, les personnes, qui saisiraient l'existence inhérente. Donc les prasangika disent: «Votre son, s'il a une existence inhérente, eh bien, il ne peut pas être produit. Il ne dépend de rien, donc il ne dépend ni de cause ni de condition et donc il est permanent, absolu, intrinsèque, inhérent et cetera». Ouais, donc il ne peut pas être produit, forcément. Ouais? Mmh. OK, très bien, très bien.
Et donc, alors bien sûr, les Plasanguicas diront qu'ils peuvent générer une inférence dans le continuum d'un antagoniste approprié, avec une simple conséquence, à condition que l'antagoniste soit suffisamment préparé et soit plutôt fut-fut, hein, c'est ce qu'on avait vu précédemment. Mais s'il a moins l'habitude de raisonner, et cetera, les Plasanguicas peuvent aussi employer des syllogismes, mais pas Oui. des syllogismes autonomes, parce qu'il y a rien qui est autonome pour les Plasanguicas. Ouais, ça joue? Oui, Ah, d'accord, ok. Waouh, bravo! Ouais, super. C'est génial. Vous êtes balèze, vous êtes au taquet ce matin. Vous avez les crocs, vous avez la dalle. OK, très bien. Très bien, très bien. Et donc, on a parlé de ça et ensuite on s'était arrêté vers quelle phrase? On va essayer de reprendre quelque chose. Alors, ce différent porte sur la distinction entre un syllogisme et une conséquence. OK, donc ça, vous pourrez relire la note si vous le souhaitez. Il y a des mentions dans Meditation on Emptiness. Très bien. OK. Donc, la signification d'une raison valide. Il y a marqué un signe correct, mais on peut mettre une raison valide, c'est plus facile à comprendre, est abordée de façon approfondie dans l'étude des signes et raisonnements. Ouais. Donc on avait vu, Jimpa, oui, excuse-moi, tu es quelle oui. page là? Alors là, je suis, presque après le début du chapitre, les conditions inférentielles et subséquentes. C'est Mais pas, peut-être que je suis pas assez loin? c'est pas On est chance arrê dans le bouquin de connaître l'esprit. ouais, Quelle page? 116 au milieu de la page. D'accord, merci. Ok, c'est bon. ouais, parce que c'est pas paginé là-dessus, ouais, sur Ouais. le PDF, ouais. Et donc très bien, oui, une raison valide, ouais, une raison valide, une preuve valide, un raisonnement valide. En effet, tout ça, c'est équivalent. On a Jorwa yanda, Tensi yanda, Ta yanda, Juje yanda en tibétain. Et donc il y a plusieurs, en effet, synonymes ici. Ça revient à la même chose. Il faut que cette raison soit les 3 modes, ouais, parce qu'il y a des petits débats par rapport à ça. Si ça vous intéresse, vous pouvez lever la main, comme je vois pas les cams. OK, vu qu'à l'unanimité, oui, il y a des débats par rapport à ça, ouais, quand certains diront qu'une raison valide, la définition d'une raison valide, c'est ce qui comporte les 3 modes. Mm. Ouais, OK, très bien. Et donc, Yonzim Polbouchok, qui était très, très malin, di disait: «Si on prend cette définition d'une raison valide, il s'ensuit que le sujet, le son est permanent car il est produit, la raison est établie». Vous êtes d'accord? Oui. Très bien. Et ensuite il dit, un autre syllogisme, il dit: «Le sujet, le son est impermanent, car il est produit». Il y a l'implication et la contre-implication. Mm. Ouais, ou il pourrait même dire: «Le sujet leçon est permanent car c'est une base commune entre phénomène et non instantané». Il y a l'implication et la contre-implication, mais il y a pas la raison qui est établie. Mm. Ouais, donc il prend 2 syllogismes différents. Le premier, la raison est établie. Le second, il y a les implications et donc il dit: «Ça comprend les 3 modes». Ouais, cette raison comprend les 3 modes, mais ça pose question. Donc il faut que ce soit un seul et même syllogisme. Donc c'est pourquoi, Yonzin Polbutchok dit: «La définition d'une raison valide, c'est ce qui est les 3 modes et non pas ce qui comprend les 3 modes». Comme ça, on est sûr que c'est dans un même contexte, dans un même, espace intersidéral, temporel, il faut que ce soit les 3 modes. Il faut que cette même raison produit, soit les 3 modes. Ouais? Ouais, ça joue? Mhm. Oui. OK. Donc, alors oui, on pourrait prendre toujours cette même raison. Par exemple, si Yonzin Polbotchok dit: «Le sujet, le son, est permanent car il est produit», donc en effet, vous avez produit et la raison est établie, mais il y a pas d'implication. Après, vous allez, prendre un autre syllogisme: «Le sujet, l'espace incomposé, est, impermanent car il est produit». Là, vous avez l'implication et la contre-implication, mais pas la raison. Mm. OK. Donc c'est pourquoi ça cloche et c'est pourquoi Yonzin Polbutchok dira: «Non, il faut que ce soit les 3 modes. Dans un même contexte, c'est la même raison qui, dans le même syllogisme, doit être à la fois la propriété du sujet et les 2 implications». Ouais, ça joue? Oui. Ouais. Bravo, excellent. Donc ça, on l'approfondira dans la fin de la saison 6 des débats puisque, on approfondira un petit peu plus Tariq, ouais. OK, donc c'est juste pour vous donner quelques petites indications en plus. Très bien. Donc le passage d'après, qu'une condition inférentielle soit infaillible, signifie qu'elle réalise son objet. Essayez de bien, bien, bien garder ça à l'esprit, de le graver sur, vous pouvez même vous le tatouer sur le bras droit.
Qu'une cognition inférentielle soit infaillible signifie qu'elle réalise son objet. C'est très important. Ouais, c'est une cognition qui réalise, torpello en tibétain. Elle réalise, ça veut dire qu'elle atteint ou obtient son objet identifié. Ouais, un objet dont les surimpositions ont été dissipées. Ouais, donc, est-ce que ça vous parle cette phrase-là? Parce qu'elle est vraiment, vraiment capitale. Mm. OK. Oui, Pardon, pardon, c'est Oui. la même chose pour une cognition directe. Quand elle Oui, est, c'est la même chose. Il faut qu'elle réalise son objet pour être oui, valide. exactement. Ouais, ouais, Mm. tout à fait. Exactement, c'est très important parce que là, il s'agit d'une cognition qui, en effet, est infaillible, avis samvadi, ouais, infaillible, c'est-à-dire qu'elle tranche les surimpositions. Ça veut dire qu'elle réalise son objet, elle certifie son objet, elle le détermine, comment on pourrait le dire aussi? Elle le détermine, elle le comprend, ouais, et donc en effet, comme dit Sabine, ça joue pour n'importe quelle cognition valide. Vous êtes d'accord? oui, oui, oui. Oui, OK, ouais. et seulement les cognitions valides? Ben non, les subséquentes, comment? Les subséquentes, par exemple, sensorielles, elles réalisent leur objet. Exactement, exactement Dominique. En effet, tout à fait. Ça veut dire que ici, quand on parle d'une cognition infaillible qui réalise son objet, qui atteint son objet identifié ou qui tranche les surimpositions au regard de son objet, c'est n'importe quelle conscience qui réalise son objet, ouais, donc il y a pas que les cognitions valides. Les cognitions valides, comme vous le savez, elles réalisent nouvellement leurs objets, ouais. Ouais. Mais il y a en effet des cognitions qui réalisent, mais plus nouvellement. Ouais, les cognitions subséquentes, elles continuent de réaliser leurs objets. Donc elles restent infaillibles. Ouais, ça joue pour tout le monde? Oui. Mm. OK, bravo! Waouh, 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 c'est magnifique. Magnifique. OK, donc c'est une cognition propositionnelle, ouais, donc c'est ce terme-là qui avait été choisi à l'époque. Propositionnelle, on pourrait dire discursive d'une certaine manière, on pourrait dire idéale, ouais, eidos en grec, c'est l'image, ouais, l'image conceptuelle. Donc idéal, ce serait très bien. J'espère un jour pouvoir l'inclure dans les terminologies. OK, très bien. Donc c'est conceptuel, tout simplement, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire une condition pour laquelle existe un sens. Ceci est tel et tel, ouais. Il y a, cette, discursivité dans la conscience, ouais. OK. Qui n'est pas, alors attendez, voilà. Qui n'est possible que pour la pensée, ouais, et non pour les consciences sensorielles et autres perceptions directes. Pourquoi? Parce que quelle est la définition d'une perception directe? Libre de conception, une cognition libre de conceptualisation. Non Et erroné. non erroné. Et non erronée. Oui, bravo, parce qu'il y a des cognitions qui sont libres de conceptualisation et qui sont erronées. Yes. Mm. Ah bon? Mais et erroné, ça veut dire qu'elle se trompe sur son objet d'apparence. Oui, Donc Oui. ça veut dire que par exemple, je vois une table, mais je dis que c'est une chaise. Non, oui, ça Est-ce que peut c'est arriver. ça? Ça peut arriver. Si, alors je sais pas si tu es bien réveillé le matin. si le avocat Là, c'est un exemple grossier, mais Oui, oui, tout à fait. Mais c'est vrai que ça arrive beaucoup, hein. Par exemple, on voit un panneau indicateur de loin, on croit que c'est une personne, et cetera, et cetera. Oui, ou quelqu'un, remet son rétro, en place et on croit qu'il nous fait coucou. Voilà, ça arrive, hein, il y a plein de choses comme ça. Et en effet, oui, c'est erroné. Ouais, c'est erroné au regard de l'objet apparent, en effet. Elle se trompe, cette cognition, à l'égard de son objet apparent. Ça donne l'apparence de quelque chose et c'est autre chose. Ouais. OK. Très bien. Pardon. Et le Oui, doute, par exemple, je regarde quelque chose et en oui, fait, je ne sais pas exactement ce que c'est. Donc j'ai un doute. Donc là, je ne lève oui. pas les surimpositions. Donc là, c'est erroné aussi, non? Alors, c'est nécessairement erroné pour une raison particulière, en effet, pour laquelle? c'est conceptuel. Parce que c'est conceptuel. Le doute est nécessairement conceptuel. Ouais. Et si Ouais. tu vois quelque chose, si Oui, justement ça passe par une conscience sensorielle, Oui. oui. Et après, l'analyse que tu en fais, elle est conceptuelle quand tu dis je oui, sais ce que c'est. oui, oui, tu as raison. D'accord. Oui. Ouais, ça veut dire qu'en effet, quand, on regarde quelque chose de loin et qu'on n'est pas sûr, en effet, la perception directe elle-même, elle ne peut pas douter. Ouais, parce que le doute est nécessairement conceptuel. On se dit: «Tiens, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça» et cetera.
Donc, en dépendance, par contre, oui, en effet, on aura une perception visuelle ou en tout cas, ça pourrait alterner entre une cognition non conceptuelle et une perception visuelle. Ça pourrait même être une cognition inattentive et après on se dit, bah tiens, qu'est-ce que c'était? C'était peut-être ci ou ça, ouais. Ok. Ben, on voit Superman passer dans le ciel, on se dit c'est un avion, c'est une fusée, etc. On doute. OK. Et donc, en effet, en dépendance de la perception, ou de l'accès direct à quelque chose, c'est ensuite que la conception va venir et qu'on se dit: «Tiens, peut-être c'était ci ou ça». Mais la perception directe, elle ne peut pas douter elle-même, en tout cas. Ouais, c'est nécessairement, on pourrait dire dans ce cas-là, subséquent, le doute. Ouais, mais c'est pas une cognition subséquente. Oui, le doute n'est pas une cognition subséquente parce que? Parce que c'est pas le deuxième moment d'une Parce qu'il y a personne qui Oui, réalise pas. Donc, oui. ça répond qui a déjà été réalisé. Voilà, exactement. Oui, le doute, est nécessairement conceptuel, donc ça, c'est déjà un point qui fait la distinction, alors qu'une cognition subséquente ne l'est pas nécessairement. Ouais, vous êtes d'accord? Oui, mais elle peut l'être. OK. Elle peut l'être, mais elle ne l'est pas nécessairement, alors que le doute l'est nécessairement, il est nécessairement conceptuel. OK. Et en effet, le doute ne peut pas réaliser son objet, ouais, parce qu'il doute justement, ouais, il a beaucoup de surimposition et la cognition subséquente, elle, par contre, elle n'a, aucun doute, c'est le cas de le dire. Ouais, OK. Oui, parce Très qu'il y a une bien. indécision. Oui, exactement, le doute, on est indécis, en effet. Ouais, alors que Euh, oui, non, termine, excuse-moi. oui, Non, c'est bon. alors que la cognition subséquente ne doute nécessairement pas, ouais, elle ne peut pas osciller entre 2 possibilités, ouais. Alors, moi, j'ai un problème là, parce que pour moi, une cognition inférentielle, c'est une cognition qui est suscitée par une information qui vient de l'extérieur, que ce soit un livre, une personne, etc. Mmh. Euh, je ne fais pas la différence entre inférentiel et conceptuel à ce niveau-là. Oui. Oui, une inférence, c'est, nécessairement une déduction logique, ouais. Donc on utilise les concepts pour déduire logiquement. Donc si c'est inférentiel, c'est nécessairement conceptuel, ouais. C'est conceptuel, c'est pas nécessairement inférentiel. Voilà. Si c'est conceptuel, c'est pas nécessairement inférentiel. Par Oui, exemple, d'accord. qu'est-ce que vous auriez comme exemple de cognitions conceptuelles qui ne sont pas des cognitions inférentielles? Ah! Bah, Position le, correcte, le- par exemple. le feu brûle, l'observation des flammes et Oui, le fait de savoir que c'est chaud et brûlant et donc que le feu oui, brûle, c'est conceptuel. oui. Hmm, En effet, si on pense, le feu brûle, oui, c'est oui. conceptuel puisqu'on pense. Mais il n'y a pas d'inférence, on n'est pas en train de on vient pas de raisonner, on vient pas d'employer un raisonnement. Mhm, On se souvient que le feu brûle ou on pense que le feu brûle, on peut, conceptualiser la définition du feu est chaud et brûlant, donc le feu brûle et cetera. Donc s'il n'y a pas vraiment d'inférence, nouvellement produite, dans ce cas-là, oui, en effet, c'est juste conceptuel, on pense et c'est tout. Oui, alors mhm, qu'une inférence, c'est vraiment beaucoup plus spécifique. C'est nécessairement conceptuel, en effet, mais c'est nécessairement, produit, directement en dépendance d'une déduction logique. Ouais, ça, on pourrait dire, c'est le résultat dans la conscience d'une, déduction logique. Ouais, ça joue? Mhm. Donc il y a combien de possibilités entre cognition inférentielle et cognition conceptuelle? mhm. À 3. 3. Ouais, et donc l'implication, c'est quoi? Si c'est inférentiel, c'est nécessairement conceptuel, mais si c'est conceptuel, c'est pas nécessairement inférentiel. Exactement, ouais, tout à fait. Ouais. C'est-à-dire que quand on pense, on peut penser, on se souvient de quelque chose, on envisage quelque chose à l'avenir, on fait des plans, on se dit: «Tiens, qu'est-ce que je vais acheter? Qu'est-ce que je vais faire à manger?» et cetera. Tout ça, c'est des pensées, c'est du concept, ouais, c'est des consciences conceptuelles. Mais on n'est pas en train de raisonner dans le sens, on n'emploie pas un syllogisme, ouais. Donc mais quand on emploie un syllogisme, on se dit: «Tiens, ce repas que je vais préparer est impermanent car il est né de causes et de conditions elles-mêmes impermanentes» et cetera. Là, oui, on engendre une inférence, non? Donc là, c'est une inférence et c'est pas conceptuel à ce niveau-là. D'accord. Ah bon?
Si, une inférence est nécessairement conceptuelle. Hein. Ah oui, une inférence, c'est nécessairement Ouais. conceptuel, mais conceptuel n'est pas nécessairement une inférence. Voilà, c'est dans ce sens-là. Ouais, les trois possibilités, D'accord. c'est dans ce sens-là. Ouais. Ouais. Ok, c'est comme l'eau et l'eau froide, trois possibilités. Ouais. Si c'est de l'eau froide, c'est nécessairement de l'eau. Mais si c'est de l'eau, c'est pas nécessairement de l'eau froide. Vous êtes d'accord? Mhm. Hmm. Ouais, ça peut être de l'eau chaude. Et ben là, c'est pareil. Si c'est inférentiel, c'est nécessairement conceptuel. Mais si c'est conceptuel, c'est pas nécessairement inférentiel. Mhm. Ouais. Donc, pardon, dès qu'on pense à une image, un concept, quelque chose, c'est conceptuel. Dès qu'on met en place un raisonnement, c'est inférentiel. Voilà, bravo. C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Excellent. On voit que vous pigez parfaitement. C'est super. Ensuite, où est-ce qu'on est? Ok, très bien. Et donc, ok, c'est la page ici. Qu'est-ce qu'on disait? C'est une cognition propositionnelle, c'est-à-dire une cognition pour laquelle il existe un sens ceci et tel, qui n'est possible que pour la pensée et non pour les consciences sensorielles et autres perceptions directes. Ouais, ça veut dire que là, il parle des consciences sensorielles qui font partie des perceptions directes, mais pas nécessairement. Ouais, combien de possibilités entre conscience sensorielle et perception directe? Oh, ça chauffe là ce matin. 3. 3 pour Dominique? Peut-être 4, je dirais, parce que c'est possible que ce soit ni l'une ni l'autre. Alors, c'est possible que ce soit ni l'un ni l'autre, donc Jonathan dit 4. Qui dirait mieux? Qui dirait 5? Les enchères. Alors, conscience sensorielle d'un côté sur le ring. De l'autre côté, on a, c'était quoi? Perception directe? Oui. Et donc, combien de possibilités? Est-ce qu'il y a des trucs qui sont les deux à la fois? Est-ce qu'il y a des trucs qui sont que A et pas B? Est-ce qu'il y a des trucs qui sont que B et pas A? Et est-ce qu'il y a des trucs qui sont ni A ni B? Bah, les consciences mentales, elles sont ni A ni B, elles ne sont pas des consciences sensorielles, mais elles sont directes, tu as On dit. a des directs. Oui. Mais elles sont directes. Ah, une Elles conscience sont mentale est indirectes. nécessairement Non, elles sont directe. indirectes. Non, elles peuvent être Elles directes. sont indirectes. Ah, Donc, une on pourrait les conscience. mettre ensemble. Je verrai peut-être avec Jonathan. Il y a des directs mentales et des mentales indirectes. Ah, Oui, C'est mais il y en a pense. des mentales indirectes, donc on pourrait les mettre dans le 4e alors, non? Ah, Conceptuel en 4e, oui. ok, très bien. Donc, on va le faire sous forme de débat. En 3e. Il s'ensuit que ce n'est pas vrai car vous ne pouvez pas me donner l'illustration de ce qui est à la fois les deux. Une conscience, une conscience sensorielle et une perception directe. Une perception Grosso visuelle, là, modo. je vois. Bien sûr, on peut, ouais, n'importe. Quand on voit une forme et qu'on sait que c'est ça, quoi. Enfin, Ok. Donc une perception visuelle. Oui. une perception visuelle. Ouais. Une perception visuelle, le sujet, perception visuelle, il s'ensuit que c'est une conscience sensorielle. Yes. Oui, j'accepte. Ok, il s'ensuit qu'une perception visuelle est l'une des 6 consciences alors. Yes. Ok, donc il s'ensuit que la sensation accompagnant la perception visuelle n'est pas une perception visuelle. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais c'est pas une perception, c'est une sensation. Ah mais c'est bon? pas une, C'est pas un une perception, mais la c'est un facteur sensation. mental, la sensation. C'est un facteur mental, c'est pas une décision. Oui. Et donc, est-ce que ce facteur mental pourrait être décrit comme étant libre de une cognition libre de conceptualisation et non erronée? Sacha. Et donc, Libre. est-ce que cette perception visuelle, ouais, cette perception visuelle, cette sensation qui accompagne la conscience visuelle appréhendant une forme, cette sensation n'est pas une perception visuelle, n'est pas une cognition libre de conceptualisation? Non, c'est un facteur mental. C'est une cognition, oui, c'est une cognition libre de conceptualisation. Oui. Et est-ce que c'est non erroné? Non, Elle est ça, la cognition ça peut qu'elle a. être erroné. Hein. Elle est comme la Alors là, Bien sûr que là, on c'est- parle de la sensation accompagnant une perception visuelle. Ouais, une perception visuelle, elle est comme la cognition qu'elle accompagne. donc elle est non erronée. on est erroné alors. Bah, Donc la sensation qui accompagne, parce que la sensation, dans les agrégats, ça fait partie des facteurs mentaux omniprésents, ils sont toujours là, dans n'importe quelle conscience, ouais.
Oui, Ok. c'est- S'il n'y avait pas la sensation, la conscience ne pourrait pas expérimenter son objet. Ouais. Mm. Ok, donc la sensation accompagnant une conscience visuelle, c'est une cognition, parce que c'est un événement cognitif. C'est libre de conceptualisation, parce que ça ne pense pas, une sensation. Ouais, une sensation visuelle ne pense pas. Et c'est non erroné. Donc la sensation accompagnant la perception visuelle est aussi une perception directe, non? Mais ce qu'il y a, c'est que la sensation, c'est ce qu'on appelle discrimination aussi, hein. Non, Ah C'est non, encore non, différent. non, pas du tout. est-ce que les facteurs Ah, C'est mentaux sont des l'identification. cognitions? Est-ce que les facteurs mentaux sont des cognitions? Alors, qu'est-ce que ça pourrait être si ce n'était pas des cognitions? De la conscience, mais est-ce que c'est pas une des 7 cognitions? si, C'est pas l'une des 7 cognitions, comment ça? Bah, il y a les cognitions directes et les cognitions Oui, conceptuelles. C'est ni oui, 4 directes, ni une des conceptuelles. C'est un oui. facteur mental qui accompagne ces cognitions. Ok, donc on pourrait le formuler autrement. Ouais. Est-ce que vous êtes tous d'accord pour dire qu'on peut faire des divisions, comment dire, infranchissables des consciences, ouais, des cognitions en général, ouais? Oui, On peut les diviser en 7, 2, etc. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que si c'est une cognition, c'est nécessairement soit non conceptuel, soit conceptuel? oui. oui. Ok, waouh! Et donc, est-ce que la sensation qui accompagne une perception visuelle, une conscience visuelle, est-ce que cette sensation est conceptuelle ou non conceptuelle? Et a priori non conceptuel. Non conceptuelle. Très bien. Et vous savez qu'on peut diviser les cognitions en d'autres aussi. On peut dire soit c'est une cognition qui est erronée, soit c'est une cognition qui est non erronée. Ouais, ça ne peut pas être l'un et l'autre. Vous êtes d'accord? Oui. Ok. Et donc cette sensation accompagnant la conscience visuelle appréhendant une forme, est-ce que cette sensation est erronée ou non erronée? Elle est comme la conscience qu'elle accompagne. Elle est non erronée. Elle est non erronée. Donc c'est une cognition, c'est un événement cognitif libre de conceptualisation et non erroné. Et ça, c'est la définition de? Une perception directe. Et donc Indirect. la sensation la sensation qui accompagne la perception visuelle est en effet qui accompagne la conscience visuelle, est aussi une perception directe, est aussi une perception visuelle, mais n'est pas une conscience principale, n'est pas l'une des 6 consciences principales. Principale. Mais c'est vrai que ce que j'ai en tête dans sensation, c'est plus moi discrimination où ça me plaît pas, enfin l'élaboration qui vient ensuite et qui n'est pas nécessairement juste quoi en fait. Non, non. Non, non, Là, la sensation qu'est-ce que la sensation? La sensation, c'est la simple faculté d'expérimenter Ah dans la d'accord, ok, dans conscience. ce sens-là. Ok. C'est de ça qu'on parle, ouais, la sensation. Mhm. C'est-à-dire qu'on expérimente le plaisir, le déplaisir, que ce soit physique, mental, et cetera, ouais. La sensation, c'est ce qui permet à la conscience d'être, aware, comme disait Jean-Claude Van Damme. OK, très bien. Et donc là, on est en train de comparer quoi et quoi? perception directe Et et sensoriel. Les consciences sensorielles, très bien, OK. Donc en effet, là, c'était un petit truc. La sensation accompagnant la conscience visuelle est en effet une perception directe, mais c'est une cognition sensorielle, mais on peut pas l'appeler conscience sensorielle dans le sens où c'est pas une conscience principale, c'est un facteur mental. Mhm. Ouais, ouais, ça joue. Il y a Oui. Sabine qui a des problèmes de Wi-Fi avec CNV. OK. Très bien. Donc là, on a dit perception directe, conscience sensorielle. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est les 2? On a dit une conscience visuelle qui appréhende une forme. voilà. C'est une perception directe, c'est une conscience sensorielle, vous êtes d'accord? Oui, Oui. OK, c'est ce qui est A et B. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui serait une conscience sensorielle, mais pas une perception directe? Ah! mais ça n'existe pas, une conscience Ça sensorielle. n'existe pas pour Dominique, c'est un non-existant, c'est une corne de lapin, c'est une licorne bleue. Une Est-ce qu'on conscience compare? sensorielle, c'est forcément une perception directe. Elle est contenue dans les 4 perceptions directes. Ouais, Mais il peut OK. pas y en avoir une justement qui soit erronée et du coup comme elle est erronée, elle peut pas être directe. Ah, alors par Est-ce que exemple? c'est nécessaire? Ben c'est ça que l'exemple. Par exemple, si on Jonathan reprend, Jonathan trouve les idées et après c'est à vous de trouver Ouais, les voilà. illustrations, hein. par exemple, le facsimilé.
si on voit un mirage, mais c'est un facsimilé, c'est pas une perception. Ah, si on voit un mirage, alors attends, si on voit un mirage. Alors, C'est si on voit un mirage, qui est-ce qui voit le mirage? Est-ce que c'est une conscience auditive, olfactive, gustative? Non, c'est visuel, C'est visuel. Si c'est visuel, c'est nécessairement mental ou sensoriel? sensoriel. C'est sensoriel. Oh, donc une conscience visuelle qui appréhende un mirage, c'est cette faux. conscience Et visuelle, encore vrai. c'est une conscience sensorielle. Vous êtes d'accord? Oui, Et elle est fausse. C'est une conscience sensorielle, puisque c'est une conscience visuelle. C'est oui. une conscience sensorielle, mais elle est erronée. Elle est erronée, je pense, Si parce elle est que erronée, est-ce que ça peut être une perception directe? Non, non. pas une perception. Non, parce que la définition d'une perception directe comprend l'adjectif non erroné. Ouais, ça ne doit pas être erroné. Donc ça veut dire qu'une conscience sensorielle peut être erronée, peut ne pas être une perception directe. Voilà. Ah, ben voilà, c'est 4. Ok, est-ce que ça parle à tout le monde ce développement ou pas? Ah, c'est pas Non? bête. Oui, oui, oui. Ok, donc ce qu'il faut essayer de voir, c'est que, ok, on va y aller tranquille. Ouais, c'est quand même important parce que c'est un petit peu des révisions de ce qu'on a fait dans les chapitres précédents. Ouais. Ok, très bien. Donc, on peut diviser les consciences de multiples façons. Ouais. On va dire il y a des consciences sensorielles. Une conscience sensorielle, est-ce que vous pourriez euh, faire la distinction entre une conscience sensorielle et une perception sensorielle? Rien que ça déjà. Là, pour commencer, entre conscience sensorielle et perception sensorielle. Ben, la conscience, elle réalise son objet, non? Que la personne. Alors, pas nécessairement, parce que vous avez des consciences inattentives, vous avez des consciences fausses, non conceptuelles, et cetera, ouais. Donc, essayez de faire cette distinction très nette entre conscience sensorielle et perception sensorielle. Donc une conscience sensorielle, c'est une conscience qui est née en dépendance de quoi? D'une condition dominante, qui est une faculté physique. Hmm. Ouais, pour la conscience visuelle, vous avez besoin de quoi? OK, bien sûr, vous avez besoin d'un objet visuel, vous avez Ouais. besoin d'un moment de conscience immédiatement antérieur et vous avez besoin aussi d'une faculté, Hmm. une condition dominante qui met en relation l'objet et la conscience. Hmm. Ouais, la Ah oui. faculté ou la condition dominante, si elle n'était pas là, par exemple quelqu'un qui est déficient visuel, il ne verra pas cette forme, même Hmm. si elle est présente devant lui. Ouais. Donc la condition dominante, c'est la faculté correspondante. Et pour une conscience sensorielle, la faculté est nécessairement physique. Ouais, ça parle à tout le monde? Oui, Mhm. Ouais, c'est ça qui fait la distinction entre une conscience mentale et une conscience sensorielle. Une oui. conscience mentale est née en dépendance d'une condition dominante qui est une faculté mentale, c'est de Hmm. la conscience, et une conscience sensorielle est née en dépendance d'une faculté physique. Hmm. Ouais, ça joue? Ouais. Ok, très bien. Maintenant, parmi ces consciences qui sont nées en dépendance d'une faculté physique, est-ce Hmm. qu'elles sont toutes non erronées? Ben, il y a des fausses. Ah, il y a des fausses, comme la conscience qui voit un mirage. Voilà. Cette conscience qui voit un mirage, c'est une conscience sensorielle, ouais, vous êtes d'accord? Oui. Oui. Ok, c'est une conscience sensorielle, mais elle est erronée, quelque chose qui cloche quand on voit un mirage, il y a un truc qui cloche, donc elle est erronée. Donc si elle est erronée, ça ne peut pas être une perception directe techniquement, on ne peut pas Mhm. l'appeler comme ça, on ne peut pas Non, l'appeler d'accord. cognition libre de conceptualisation. Elle est libre de conceptualisation, tout va bien, mais elle est erronée, donc elle ne peut pas correspondre à une perception directe. On l'appellera une cognition fausse non conceptuelle. D'accord. Donc, elle fait partie du 4e. Ça fait 4 entre. Qu'est-ce qui est Ouais. sensoriel et pas direct? C'est ça. Ah voilà, une conscience sensorielle qui ne serait pas une perception directe, ce serait une cognition non conceptuelle fausse. Fausse, voilà. Mhm. Donc, ça fait Ouais, 4. Hmm. ça joue? Mhm. Enfin, moi, Ouais, c'est. quand on voit un mirage, c'est pas mental, c'est sensoriel. Mais comme on voit un mirage, il y a quelque chose qui cloche, donc c'est erroné. Si c'est erroné, ça ne peut pas être une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Ouais, donc on ne peut pas techniquement l'appeler perception directe. C'est ça. Ouais, ça joue? Bravo, c'est magnifique. Waouh, je regarde les sourcils de Michel pour voir si ils sont froncés ou pas. Bravo, bravo. Très bien. Et donc maintenant, est-ce qu'on peut trouver
ce qui est B et pas A, ce qui est une perception directe, mais qui ne serait pas une conscience sensorielle. Bah, il y a les trois autres, quoi. Perception directe ne serait pas une... Les trois autres. Alors, on va laisser réfléchir un peu tout le monde. Une perception directe qui ne serait pas Qui une ne serait conscience. pas une conscience sensorielle. Mhm. Est-ce qu'on a ça en magasin? Oui. Qu'est-ce que ce serait? Euh, je dirais une conscience yogique, par exemple. Oui, une perception directe yogique. Salut Sabine. Moi, je reviens. J'ai du mal avec Internet. Ok, on est en train de débattre sur quelle est la différence entre conscience sensorielle et perception directe. Ouais. Ok, donc juste avant, on a pris un autre exemple où il y avait trois possibilités entre conscience sensorielle et perception directe sensorielle. Dans ce cas-là, bien sûr qu'il y aurait trois possibilités. Mais quand on compare conscience sensorielle et perception directe en général, en effet, il y a quatre possibilités. Ce qui est à la fois les deux. Donc, on a une perception visuelle qui réalise son objet, le bleu, etc. C'est une conception, euh, pardon, c'est une conscience sensorielle et c'est une perception directe. Elle est libre de conceptualisation et non erronée. Ouais. Maintenant, vous avez des consciences sensorielles qui ne sont pas des perceptions directes. C'est le passage que Sabine a manqué. Donc, Sabine va nous trouver un exemple de conscience sensorielle, Ça, c'est vrai. si le Wi-Fi fonctionne, de conscience sensorielle qui ne serait pas une perception directe. La musique est détectée. C'est quoi ce truc-là sur Skype? Qu'est-ce qui serait une conscience sensorielle mais pas une perception directe? Ouais, il n'y en a pas? Ouais, qu'est-ce que ça pourrait être? Qui était là pendant que Sabine s'est absentée? Qui était là et qui entendait? Je voyais les sourcils de Michel qui s'étaient levés avec ce... Ben, la perception d'un mirage. Oui, ouais, on perçoit un mirage. Donc la conscience visuelle appréhende un mirage. Cette conscience visuelle est sensorielle, puisqu'elle est née en dépendance d'une faculté physique. Ouais, mais ce n'est pas une perception directe techniquement. Ouais, parce qu'elle n'est pas non erronée, puisqu'elle est erronée. Oui. Ça, c'est très précieux, ces moments-là où vos cellules grises. C'est le plus précieux, là. Tout à l'heure, quand j'ai parlé du doute, je pensais à ça. Alors, quelle est la différence entre ce mirage et ce doute? Le mirage, on y croit fermement, c'est ça? Et le doute, on se pose des questions? Le mirage, il est Alors, visuel. Le doute, il est intellectuel. Le mirage, il est visuel. oui. Et on pourrait dire que quand on voit un mirage, on y croit, ça pose question, ouais. En fait, ça, tout simplement, c'est l'apparence, comment dire, la claire apparence d'un non-existant. C'est juste ça, d'une certaine manière. C'est juste une apparence. Après qu'on y croit, quand on y adhère, dans ce cas-là, ça devient conceptuel et c'est une cognition fausse. Et si on y adhère, mais que c'est pas conceptuel, c'est une cognition fausse non conceptuelle. Ouais. Donc c'est là où, en effet, on peut. Moi, je dirais que je dirais que ça peut alterner. Ouais, par exemple, on voit un panneau de loin. Ok, la première fois où ça apparaît, on a l'impression que c'est une personne. On y regarde à deux fois et on voit un panneau. Et c'est après qu'on se dit, tiens, c'était un panneau ou une personne? Et c'est là où le doute arrive avec ces concepts qui sont dubitatifs. Ouais. Non, mais quand on voit un mirage, on ne doute pas. On dit, je vois un mirage. Par contre, on doute intellectuellement que ce soit de l'eau. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Ça veut dire que le mirage, on ne doute pas. C'est la conscience qui appréhende le mirage ne peut pas douter. Pourquoi? Parce elle est sensorielle, elle est non conceptuelle. Ouais. Et juste après, on pourrait dire, le doute arrive, on se dit, tiens, est-ce que c'était de l'eau ou pas? Ou est-ce que c'était une personne ou pas? Mais en effet, on pourrait tout à fait, enfin, en tout cas, moi, ça m'arrive hein, quand il pleut, etc. Je sais très bien qu'il va y avoir des vers de terre par terre, il faut que je fasse attention où je marche et tout. Et donc, parfois, je vois des brindilles et je suis persuadé que c'est un ver de terre. Puis après, j'y regarde à deux fois, je vois une brindille. Et c'est après que je pourrais très bien douter en me disant, mais c'était un ver de terre ou pas? Mais au moment où, en effet, on perçoit le ver de terre, on ne doute pas. Au moment où on a une cognition fausse non conceptuelle de voir
un ver de terre alors que c'est une brindille, on ne doute pas non plus. Ouais, mais en dépendance de tout ça, le doute peut survenir. Ouais, Mm. très bien, très bien, très bien. Et donc là, on demandait justement à Michel, qui a trouvé la solution, la 3e possibilité qui serait c'était quoi? Qu'est-ce qu'on cherchait? Je cherchais la perception directe qui ne serait pas Sensoriel. Voilà, sensorielle. une Voilà. une Il a dit perception logique. directe qui ne serait pas une conscience sensorielle. Et Michel, tu as dit? Je Yogique. parlais de mirage. Non, tu as parlé, Yogique, c'était parlé t'avais dit du but. yogique. Ah oui, pardon, j'étais encore avec le doute Maasai, moi. T'es Perception, tu es parti au Kenya? une conscience yogique. Le doute Ouais, Maasai. quelque part par là, ouais. J'étais dans le bush, OK, perdu dans le et bush. une perception directe yogique, est-ce que ça parle à tout le monde? Yes. Waouh, c'est Ah quoi ce oui. truc-là? Qu'est-ce que c'est? Une Qu'est-ce que perception ça libre de conceptualisation, non, Oui, mais qui naît en dépendance de shamatha et de vipassana. oui. Selon les Très poissons bien. anglicans. Heu, pourquoi selon les poissons anglicans? Je sais pas, on est dans un contexte philosophique particulier là. Oh, mais Oui. votre Alors antika. tout le monde sera d'accord normalement là-dessus. Ouais. D'accord. Alors, il y a un truc en plus, on va essayer de revenir sur cette définition. La définition d'une perception directe yogique chez les Sautrantika, hein, ou chez les non-prasangika, on pourrait dire d'une certaine manière, c'est en effet une condition libre de conceptualisation, nouvelle et infaillible, qui est née en dépendance de sa condition dominante non commune, un samadhi qui est l'union de shamatha et de vipassana. Ouais. Ok. Donc un samadhi, c'est en effet une absorption méditative, etc. Dans ce cas précis, qui unit shamatha et vipassana. Et en dépendance de cette union-là, il va y avoir la claire apparence de son objet à la conscience mentale. Ouais, et donc ce sera une perception directe yogique. OK. Ouais, et Yonzin Polbochok rajoute: «Dans le continuum d'Anarya». C'est là où les Prasangika ne seront pas d'accord. Yes. Oui, Sabine? Oui, j'ai du mal aussi entre faculté dominante commune. Tu m'as déjà expliqué, mais j'irai plus, mais ça va pas. Et non commune, c'est-à-dire spécifique. Et j'arrive pas à faire la différence entre les Oui, deux. Et je oui. suis là-dessus. Alors, je sais pas si, Ouais, on si c'est pourrait dire maintenant ou que plus tard, mais bon, voilà. ah oui, oui, c'est intéressant. C'est-à-dire que la définition d'une condition dominante, c'est quoi? Une condition dominante d'une, perception, directe du bleu, par exemple? La faculté visuelle, Je l'ai vu. Oui, on pourrait dire que c'est un équivalent, la faculté visuelle, mais la définition même que vous avez apprise par cœur? qui perçoit directement le bleu et je sais pas quoi. Enfin, Oui, exactement. C'est Ngenzi Ngensu Rawandu Ngesu Tsobo Ngesu Keje. Oui, ça veut dire que c'est pour une perception visuelle qui appréhende le bleu, c'est ce qui, par son propre pouvoir, produit principalement et directement cette perception visuelle appréhendant le bleu. Donc par son propre pouvoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que condition dominante, ce que dira Yonzin Polruchok, condition dominante et condition, c'est pareil. Mm. C'est-à-dire que n'importe quelle condition est une condition dominante. C'est juste ça. Après, il y a des conditions dominantes communes et non communes. C'est-à-dire que non communes, ça veut dire que cela n'engendre que cette conscience en particulier et rien d'autre, dans un cas précis. Ouais, et quand on dit c'est commun, c'est-à-dire que dans certains cas, une condition dominante peut engendrer plusieurs consciences. Par exemple, normalement, ma langue, elle me sert pour la conscience gustative. Ouais, c'est la condition dominante non commune d'une conscience gustative. Mm. Ouais. C'est-à-dire qu'en dépendance de alors oui, la langue peut aussi, elle est imprégnée par la faculté tactile, donc elle peut aussi engendrer une conscience tactile, non? donc c'est une faculté sensorielle qui a plusieurs fonctions. Faculté sensorielle, pas nécessairement Ou sensorielle. mentale, enfin, je veux dire, Voilà, oui. Une mais faculté, qui peut oui, faire plusieurs choses, en fait. Si elle fait oui, plusieurs choses, elle est non commune. exactement. Par exemple, la langue, comme on disait, la langue, c'est la faculté dominante non commune d'une conscience gustative, mais en dépendance de ma langue, on entend du son.
différentes tonalités, différents sons, différents phonèmes, etc. Donc, c'est aussi une condition dominante pour la conscience auditive. Mais ce n'est pas la condition dominante non commune d'une conscience auditive. Ça, c'est pas possible. Les oreilles. Oui, Mais à part la génial. langue, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Bah, par exemple, oui, dans les facultés mentales, par exemple, oui, on pourrait dire pourquoi pas que, une faculté, mentale peut très bien être la condition dominante non commune pour une perception directe mentale, par exemple, et elle peut très bien aussi être la condition dominante commune pour une, conscience conceptuelle. C'est conceptuel. Hein. On pourrait dire aussi, par exemple, pourquoi pas, la faculté mentale peut très bien être la condition dominante non commune d'une conscience mentale et la condition dominante d'une autocognition faisant l'expérience de cette conscience mentale. Ça dépend de la conscience qui est en jeu, quoi. Oui, 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 exactement. Oui, donc ça veut dire non commun, ça veut dire que ça doit engendrer, c'est vraiment ce truc-là, c'est fait pour ça, on pourrait dire. Ça existe pour ça, mais de manière incidente, on pourrait dire, ou de manière corrélée, de manière collatérale, ça peut engendrer une autre conscience aussi. Ouais, D'accord. génial, c'est super. Ok. Donc, on a dit qu'il y avait ce qui est à la fois une conscience sensorielle et une perception directe, ouais, une perception visuelle appréhendant du bleu. On a dit une conscience sensorielle qui n'est pas une perception directe. Par exemple, une conscience visuelle qui appréhende un mirage, ouais, c'est une conscience sensorielle, mais c'est pas une perception directe parce qu'elle est erronée. Maintenant, une perception directe qui n'est pas une conscience sensorielle, prenez n'importe laquelle, qui serait mentale, ouais, de nature mentale. Ouais, perception directe yogique, autocognition, etc. L'autocognition, elle pose plus problème, hein, plus le flanc à des débats, mais la perception directe mentale, etc., etc., les concepts, tout ça, ça pourrait en effet échapper à tout ça. Non, pas les concepts, parce qu'on parle de perception directe. Donc tout ce qui est, non conceptuel et ce qui est, mental. Ouais. Ensuite, une cognition qui ne serait ni sensorielle, ni, une perception directe, c'est facile. Conceptuel. Oui, n'importe quel conceptuel. Exactement, bravo. C'est là où on voit où un phénomène s'arrête et où commencent les autres phénomènes. Vous avez parfaitement compris. C'est vraiment fait pour ça. C'est très précieux, hein, de voir qu'en effet, une cognition qui n'est ni sensorielle ni une perception directe, si vous donnez tout de suite une conceptuelle, vous avez parfaitement compris. Ouais, où commence le truc, où s'arrête l'autre, etc. Bravo, bravo, c'est magnifique, magnifique. J'aime bien quand on prend son temps comme ça, c'est important, ça permet de faire des bonnes révisions. Et puis, bah, on a le temps pour le texte, hein, de toute façon, hein, ils sont pas pressés aux éditions Mariana. Ils ont déjà du pain sur la planche, donc même si on passe 1 heure sur une phrase, c'est pas grave, on est là pour ça. Ouais. Ok, bah c'est super. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu là? Non. Non, ça va? C'est suffisamment clair? Ouais. On avait parlé, pardon, excuse-moi, une fois, enfin, je ne sais pas si c'est une fois, plusieurs fois, bref, que quand on avait une conscience sensorielle, elle était suivie toujours d'une conscience mentale. Voilà. Et celle-ci, elle se trouve où? Ah, alors, oui. Vraiment. Oui, ici, quand on interprète, alors on avait vu qu'il y avait 3 options possibles, ouais, entre, différents maîtres, différents manuels, et cetera. Certains vont dire qu'il y a un train de perception sensorielle à la suite duquel il y a un instant infinitésimal de conscience mentale directe qui appréhende le même objet. Ouais, OK. Il y en a qui vont dire que ça alterne, que vous avez un moment de conscience sensorielle, suivi d'un moment de perception mentale directe, suivi d'un second moment de conscience sensorielle et cetera, donc en alternatif, on pourrait dire. Et puis, vous avez là, le en 3, ouais, vous avez, 3 continuums en même temps. Vous aurez la perception visuelle, vous aurez, l'autocognition et vous aurez la conscience mentale en même temps. Ouais, donc 3 trucs qui sont parallèles dans le même continuum. Donc chez les Gelugpa, en général, on préfère la vision de Acharya Dharmottara qui, prend, le continuum de conscience sensorielle, puis un moment infinitésimal de perception directe mentale. Ouais. Donc il se trouve où? C'est une excellente question, c'est ce que pose la question comme question Guichet-Dreyfus dans les 2 vérités selon les 4 écoles. Ouais, où il dit que
Il y a un passage intéressant, hein, où il dit qu'en effet, le Bouddha parle de ces perceptions directes, celles qui dépendent de l'œil et celles qui dépendent du mental. Et donc, la plupart des épistémologues bouddhistes vont dire une perception ne peut surtout pas être conceptuelle. Ouais, parce que certains hindous, les Vaisheshikas, disent il y a des perceptions qui sont conceptuelles, des perceptions même sensorielles qui sont conceptuelles. Ouais, et donc les bouddhistes arrivent en disant oh là là, on va calmer les chevaux. Non, les consciences sensorielles, les perceptions directes sont nécessairement non conceptuelles. Ouais, c'est pourquoi on a cette définition libre de conceptualisation. Ouais, Togdel, pas dans Deishing. Ouais, Togdel, ça veut dire libre de conceptualisation. Parce que les bouddhistes ont horreur de cette vision Vaisheshika qui dirait qu'on peut avoir des perceptions même sensorielles qui sont conceptuelles. Ouais, ok, très bien, très bien, très bien. Et donc, c'est les maîtres bouddhistes ont dit quand le Bouddha a dit il y a des perceptions directes qui dépendent de l'œil, d'autres qui dépendent du mental, ils veulent surtout pas dire qu'il y a des mentales qui sont conceptuels. Ouais, ok. Et donc, ils vont dire, ok, il y a un moment de perception directe mentale, c'est ce que le Bouddha a voulu dire. Il y a un moment de perception directe mentale qui suit un train de conscience sensorielle. C'est comme ça qu'il l'interprète. Il dit c'est ce qu'il a voulu dire. Mais ce que dit Geshe Dreyfus, il dit finalement, ce moment infinitésimal de perception directe mentale, comme il est infinitésimal, il est nécessairement inattentif dans le continuum d'un non-aria. Ouais. Un non-aria, parce que pour les Sautrantika, pour réaliser directement l'impermanence, il faut être un arya. Pas pour les prasangika. Les prasangika disent on peut être avoir une perception directe yogique, même de l'impermanence subtile, sans être un arya. Il n'y a pas besoin de ça. Ouais, un arya, c'est nécessairement quelqu'un qui a une réalisation directe de la vacuité. N'importe quelle autre réalisation directe n'implique pas une réalisation d'un arya. Ouais, ok. Ça peut être une réalisation yogique, mais pas d'un arya. Ouais, chez les prasangika. Les Sautrantika disent, OK, c'est ce moment de perception directe mentale qui est infinitésimal et il faut être un arya pour le réaliser. Et donc, ils disent finalement, c'est un phénomène extrêmement caché. Donc, comme c'est extrêmement caché, comment est-ce qu'on fait pour le certifier? On emploie une inférence qui se fonde sur le pouvoir de l'autorité. Mais quelle autorité? Celle de Acharya Dharmakirti, Acharya Dignaga, ou celle de Arya Nagarjuna et ses disciples spirituels? Quelle autorité? Ouais, donc on doit choisir une autorité. Si on prend les Sautrantika, on va accepter qu'il y a un moment de perception mentale directe pour interpréter ce que disait le Bouddha sans avoir accepté les Vivaisheshika, etc. Les Prasangika disent OK, no problème, on peut avoir une perception mentale directe, conceptuelle. Les Prasangika, ça ne les gêne pas aux entournures. OK. Mais elle est Et donc, alors oui, elle reste inattentive pour tous ceux qui n'ont pas une réalisation directe de l'impermanence subtile. Exactement, parce qu'elle est trop brève. Ouais. Hmm. Et donc, forcément, ils diront les Aryas peuvent le certifier. Devenez un Arya et vous pourrez corroborer ce que disent les Acharyas, Dignaga et Dharmakirti. Ou alors devenez Arya Nagarjuna et contredisez-les. Donc, c'est un petit peu ce truc de la conscience mentale directe qui appréhende une forme dans le continuum d'un être ordinaire. Ça pose question quand même. Hein. Geshe Dreyfus dit c'est un petit peu une invention d'une certaine manière, hein, sans être irrespectueux. C'est comment dire, une stratégie philosophique, épistémologique des bouddhistes pour ne pas avoir à accepter que certaines perceptions directes puissent être conceptuelles, alors que les prasangika, ça ne les dérange pas. Ouais, ils vont dire que quand on parle d'une perception directe chez les prasangika, ils diront que ce n'est pas nécessairement le même sens quand on dit Tokgel, libre de conceptualisation. Ça ne veut pas dire le même sens pour les prasangika. Eux, ils disent, ça veut dire libre d'un raisonnement. Ouais, et quand on dit Torpa dans Deishing en tibétain, alors eux, ils vont pas dire non erroné, hein, les prasangika, parce que toutes les consciences des non-aryas sont nécessairement erronées. Ouais, ils diront pas non erroné, mais ils diront en tout cas c'est une condition libre de conceptualisation. Ouais, Torpa dans Deishing. Ok, et donc libre de conceptualisation, les prasangika diront libre d'un raisonnement, ils l'interpréteront comme ça.
Ça veut dire que si, par exemple, vous méditez la vacuité, vous méditez, 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 vous avez une image conceptuelle de la vacuité. Imaginons que vous deveniez un bodhisattva, vous allez méditer, méditer, vous obtenez shamatha vipassana, vous passez sur la voie de préparation du Mahayana et vous avez une généralité de sens de la vacuité. Oui, cette généralité de sens, elle peut ne pas directement dépendre d'un raisonnement. C'est-à-dire que vous méditez pendant des ères cosmiques sur la vacuité ou pendant des heures ou je ne sais quoi. Et cette image mentale de la vacuité, elle ne dépend plus directement d'un raisonnement. Ouais, donc un concept, c'est une conscience conceptuelle, mais c'est une perception directe. Oui, moi j'avais Ouais, compris que ce moment de mental, là, infinitésimal, c'est une espèce de charnière entre le direct et le conceptuel, qui pouvait être en aller-retour, quoi. Puisque ouais. dans la perception directe de la vacuité, on pourrait dire que ça sert de charnière dans l'autre sens, quoi. Moi j'avais Pourquoi compris pas? ça. Pourquoi pas? Ça sert de charnière, mais c'est une charnière un peu, je dirais factice, parce qu'ils disent: «Oui, on a», comme on disait tout à l'heure, la perception directe, puis après on va penser à ce qu'on a vu et cetera, ouais. Mais on peut très bien penser à l'objet avant même de le voir. Ah oui, non, Ouais, on pense à son thé au jasmin qui est dans le placard et on va aller dans le placard, chercher le thé et on va le goûter. Donc on aura un concept avant même de, l'appréhender directement. Donc ah, cette question de la charnière, c'est intéressant, mais je trouve que c'est, d'une certaine manière, un argument faible de dire que c'est la charnière entre une perception directe et ensuite une conscience conceptuelle. Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin d'une charnière? On peut c'est la très bien charnière de penser sens. à Oui, quand ouais. tu dis on médite, on médite, on médite sur la vacuité, gna gna gna, et tout d'un coup on est en perception directe, c'est comme, pour moi, c'est comme si c'était une charnière à double sens de circulation, quoi. Enfin, c'est un peu Oui, ça que je ressens. Je Ouais, trouve mais ouais, ça. c'est une réalisation qui se produit après coup. oui, Donc oui. c'est conceptuel. Non, la perception Alors, de la vacuité, elle n'est pas conceptuelle. La perception directe de la Quand tu vacuité, réalises que tu elle n'est viens de pas, hein. méditer sur la vacuité, oui, OK, en effet. Donc c'est un c- souvenir. Donc si c'est un c'est un souvenir. souvenir, c'est conceptuel, ouais, ouais. Mais quand c'est une perception directe, c'est pas un souvenir. Alors en effet, quand c'est une perception directe, mais alors si on parle chez des Sautrantika, ouais, pour les Prasangika, un souvenir, ce sera une conscience directe. Ça veut dire qu'elle ne dépend plus directement des raisonnements. Ouais, Mm. mais chez les Prasangika, quand ils disent perception directe et ah oui, merci Daniel, à bientôt. Oui, désolé, on a dépassé un peu. Oui, quand c'est une, qu'est-ce que je disais? Pour les OK, laissez tomber, c'est pas grave. Donc, en effet, cette, question de la perception directe mentale qui fait charnière, ouais, ça peut poser question. D'autant que si on parle de la perception directe de la vacuité, pour, les prasangika, en effet, il y aura pas de toute façon déjà ce moment de perception directe mentale, au moment d'une perception yogique. Ouais. Heu, je pense que ça devrait ne pas être là pour une perception directe yogique, D'accord. d'avoir une perception mentale directe à l'issue de cette perception. Mm. Quoique, pourquoi pas? Pourquoi pas, hein? Il faudrait vérifier dans les textes. Il faudrait vérifier, ça pourrait être intéressant. Mais en effet, alors pour les Prasangika, ils semblent l'accepter. Alors Geshe Dreyfus dit pas nécessairement, il dit Acharya Chandrakirti est tellement loin de Acharya Dharmakirti et Dignaga, en disant que lui, il peut se permettre d'avoir une perception directe conceptuelle, ça ne le dérange pas aux entournures, mais sa sainteté Dalai Lama, dans les textes avec la Vénérable Thuten Chodron, semble confirmer que les Prasangika, parce qu'il prend le point de vue Prasangika, et il parle de cette perception directe mentale, malgré tout, chez les Prasangika. Donc, est-ce que c'est la même chose ou pas? Mais en tout cas, ils peuvent accepter la même chose, pas nécessairement pour les mêmes raisons. C'est tout Mm. à fait possible. Ouais, c'est tout à fait possible. OK. Je voulais juste, si on a un peu de temps, rebondir sur la question de Sabine, où elle demandait où, en fait, je ne sais pas si elle voulait dire où est localisée la conscience. C'est ça que le Non, sens? non, 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 non. Non, ah, pas du La tout. perception indirecte et perception directe. D'accord. Dans celle-ci, si j'ai bien compris, elle se trouve dans les perceptions directes mentales, mais elle s'appuie sur une faculté qui est d'abord sensorielle, puisque c'est Ah, non, c'est pas comme ça, puisqu'elle suit elle suit une vue, elle suit une audition. Comme quand on voit quelque chose, on ne voit que le contour et la forme, enfin la forme et la couleur. Il faut bien qu'il y ait quelque chose mental qui se mette en place pour identifier ce qu'on voit. oui, ça c'est une question très importante parce que, C'est de savoir, c'est c'est là que je disais, où elle se place, parce que j'arrive pas mmh, à la mettre d'un côté ou de l'autre. oui.
Ça Ouais, pose vraiment problème, ouais. Ça pose vraiment problème, ouais. y réfléchir. Alors, c'est pas un ou local, c'est un ou temporel. Bah, il a dit que Tim Pye disait que en fonction des objets, on avait une perception directe ou indirecte. Oui, Et celle-ci, elle est entre les deux. Et j'arrive pas à Mhm. la. Après, bon, c'est oui. très bien, mais ça va mûrir et puis on va peut-être. Ah, On verra plus tard. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que pour les Sautrantika, il y a que des perceptions directes et pas de perceptions indirectes. Pour les Prasangika, il peut y avoir des consciences conceptuelles qui sont décrites comme étant des perceptions directes parce qu'elles ne dépendent plus directement d'un raisonnement. Ouais, c'est pour ça que les Prasangika vont avoir un point spécifique. Mais si on reste sur les Sautrantika, perception directe, en effet, la perception mentale, en effet, d'une certaine manière, dépend de la faculté sensorielle, parce que sans cette faculté sensorielle, il n'y aurait pas la perception visuelle et donc la conscience mentale qui appréhende le même objet que cette perception visuelle, en effet. Donc on pourrait dire qu'elle sera indirectement produite par cette faculté sensorielle. Parce que souvenez-vous que dans les définitions des trois conditions, c'est musu soworkieje. Ouais, ça veut dire ce qui produit directement et principalement son objet. Ouais, sa conscience. Donc qui produit directement. Ouais, alors que la faculté sensorielle qui aura engendré la conscience visuelle, qui elle-même aura engendré la perception mentale directe, cette faculté sensorielle produit indirectement la conscience mentale, non? Parce que vous avez Oui, donc c'est en deuxième temps, oui, voilà, tout exactement. à fait. Et donc c'est indirectement, donc on ne peut plus l'appeler la condition dominante de cette Eh conscience oui. mentale, puisqu'elle n'est plus la condition, ce qui la produit directement. mhm. Ouais, ouais, les 3 conditions, il y a toujours Ngosu Tsoolkieji en tibétain, ça veut dire qu'il produit, directement et principalement, ouais. Hmm. Donc en effet, mais elle en dépend indirectement d'une certaine manière, ouais. Mais on pourrait dire même un souvenir, une conscience conceptuelle, un souvenir dépend aussi d'une faculté sensorielle dans le sens dépend indirectement. Vous voyez une table et puis après vous avez le souvenir de cette table. Donc le souvenir lui-même dépend directement de ces graines. Ce sont des graines qui germent parce que c'est conceptuel un souvenir, une conscience conceptuelle naît en dépendance de conditions dominantes et conditions objectales qui sont des graines. Ouais, et ces graines sont, plantées dans la conscience en dépendance d'une faculté sensorielle qui aura produit une conscience visuelle et cetera, ouais. Mais là aussi, on dira que cette faculté sensorielle qui produit une conscience visuelle dont on se souvient, elle ne produit pas directement le souvenir. Ouais, elle le produit indirectement. Hmm. Donc elle ne peut pas être sa condition dominante non commune non plus. Ouais, mais elle reste l'une de ces conditions. Hmm. Oh là Mais ça veut dire, là! attends, Mhm. ça veut dire qu'une conscience mentale ne peut jamais être la condition souveraine de l'expérience consciente? Si. Si. Mais jamais pour une conscience sensorielle. Ah oui, oui, d'accord. Ouais. Ouais, Ça veut dire que, par exemple, on a une conscience visuelle. Cette conscience visuelle, au dernier moment, va devenir la faculté mentale de la perception directe mentale ou du souvenir, et cetera. Enfin, de tout ce qui est de l'ordre d'une conscience mentale. Ouais, ça va être sa faculté et Hmm. ça va aussi être sa condition antécédente. Ça va être les 2. Les deux, là. Ouais, parce que, Yonzin Purbuchok, dans son Lorik, à quelques pages, d'intervalle, dit: «Si c'est une cognition, si c'est une condition, oui, elle a nécessairement une condition objectale». Il dit ça et ensuite, quelques pages après, il dit: «Si c'est une cognition, elle a nécessairement une condition dominante et une condition antécédente». Donc si on remet tout ça dans la même phrase, ça veut dire si c'est une cognition, elle a nécessairement les 3 conditions. Ouais. Ouais, Oh là là, ouais, bravo! c'est pointu. Vous avez été très loin, c'est magnifique, c'est super. Et donc tout ça, c'est à revoir, mais on en reparlera si ça vous intéresse. Oui, donc cette perception directe mentale, où elle se trouve dans les textes et où elle se trouve dans le continuum, en effet, ça pose question, mais hem
Après, moi, j'aime bien l'une des interprétations de Sasanté quand il dit, par exemple, quand on fait un retour sur notre attitude intérieure, ouais, quand on observe son atmosphère intérieure, on pourrait dire d'une certaine manière, c'est aussi une perception directe mentale. Ouais, quand je vous demande comment allez-vous, et là, vous vous posez la question, tiens, comment je vais? Et donc, vous avez un ressenti par rapport à votre état mental actuel. C'est une forme de perception directe mentale. Moi, j'aime bien cette interprétation. Je trouve qu'elle est plus intéressante, au quotidien que ce moment de perception directe mentale qui est en plus un phénomène extrêmement caché et donc voilà de, certifier cela, par les textes. Mais c'est vrai que dans les textes Prasangika, c'est très difficile de voir cette mention, à part dans un livre de sa sainteté avec la Vénérable Tutankhamun, ouais. OK et puis ce soir, donc les débats à 20h30, on va essayer d'entrer dans la distinction conceptuel, ouais. Qu'est-ce qui fait qu'un phénomène est différent d'un autre? Et puis on va y aller tranquillement, ensuite progressivement avec des petits débats, on va s'amuser, comme d'habitude. Merci beaucoup, vous avez été Prochain cours, super! prochain cours, Hein? Merci. c'est Donc vendredi prochain ou c'est dans 15 jours? alors, je crois que c'est vendredi prochain, mais je ne suis pas sûr. Attends, je vais te dire ça. Non, c'est une date qui a changé. Oui. Parce que ça a tellement changé Alors où j'en suis. alors il y a Non, non, il y c'est a dans juste 15 un jours. ven ouais, non, non, il y a juste un vendredi qui a sauté, c'était le vendredi dernier. Il y a juste celui qui a sauté, tout le reste, ça change pas. Ouais, donc la semaine prochaine, il y avait pas c'était pas prévu. Ah, Si, d'accord, c'est c'était prévu. Non, c'était pas prévu la semaine prochaine, donc tout va bien. donc c'est tous les 15 jours. Ouais, la semaine prochaine, c'est Martigny avec, le découverte du bouddhisme. Oui, et donc c'est dans 15 jours les débats et les connaître l'esprit normalement. Et Ouais, ça doit être ça. Exactement, c'est ça. Ouais, le 4. Tout à fait. Donc, à ce soir pour ceux qui viennent et puis merci beaucoup, c'était super, bravo à tous. Magnifique, bonne Merci. journée. Ciao, ciao. Bonne Ciao, journée. ciao. Bonne journée.